donc merci beaucoup, merci à tout le monde d'être présent ce matin. On va essayer de monter la voix un peu pour se faire entendre. Donc nous avons le plaisir d'ouvrir ces 4 journées, cette journée internationale. Donc je suis Ismaël Josso. On va vraiment y aller, hein. Donc je suis responsable du Centre de compétences sur l'enseignement plein air à l'école pédagogique en Suisse, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette discussion avec 3 éminents collègues autour de la formation, de l'accompagnement, donc des stratégies que les uns et les autres on va mettre en place pour construire des professionnels qui puissent pratiquer une classe de qualité dans le temps, et puis on arrive à vraiment développer des systèmes de formation qui soient adaptés au terrain, adaptés aux différentes réalités, adaptés à un contexte aussi peut-être un peu tendu et changeant ces derniers temps. Donc voilà, on va discuter aujourd'hui de ces éléments-là, de comment est-ce qu'on organise des formations, qu'est-ce qu'on y met, comment est-ce qu'on définit un petit peu notre travail. Et puis les 3 collègues vont se répondre, vont discuter ensemble. Et puis il y aura un moment ouvert, évidemment, où le micro ira dans la salle pour que vous puissiez poser des questions et qu'on ouvre un moment d'échange. Donc aujourd'hui, pour démarrer ces rencontres, Véronique Francis, qui est de l'ISP Centre Val-de-Loire, l'Université d'Orléans, qui est enseignante et chercheuse, et puis elle se présentera un petit peu plus, chacune présentera ses spécificités. Nous avons aussi Marie-Laure Giraud, qui est coordinatrice de la pôle pédagogie, innovation et recherche au niveau du FREN national, et puis Corinne Martel, inspectrice de l'éducation chargée en éducation développement durable, donc de Montpellier. Donc on a différents regards qui vont se croiser, et donc on va maintenant lancer cette discussion. Donc, je vous propose dans un premier tour de parole peut-être d'expliquer votre relation avec la classe dehors, comment vous y êtes arrivé, ce que vous y faites, et puis voilà, comment est-ce que vous vous positionnez dans ce champ finalement assez multiple qu'est la classe dehors. On va peut-être commencer avec Marie-Laure. Bonjour à tous et à toutes. Je suis co-directrice du FREN, le réseau français d'éducation à la nature et à l'environnement, un réseau national. Je suis particulièrement en charge de la question de pédagogie, d'innovation et de recherche. La classe dehors, c'est venu parce que en fait, je fais partie de la dynamique sortie, qui est une dynamique qui existe au sein du FREN, qui s'est créée suite au constat que finalement, dans notre société, on sortait peu dehors et encore moins dans la nature, et que ça nous posait un problème, notamment dans la relation avec l'environnement, avec la nature. Et cette dynamique œuvre depuis 2008 pour faire sortir les gens dans la nature un peu dans toutes les strates de la société, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et donc mène des actions. Et en 2016, on s'est dit qu'il serait vraiment intéressant de mobiliser la recherche pour pouvoir finalement évaluer les pratiques que tout un chacun avait commencé à mettre en place pour développer ce lien à la nature. Et c'est ainsi qu'est née la recherche-action Grandir avec la nature. Le rapport national au stand des FREN et Merci beaucoup. Alors, le lien à la nature, il a été travaillé dans un ouvrage que vous avez publié il y a 2 ans, je crois, avec Sylvain Bagnon. Donc, je vais passer le micro pour te présenter. Voilà.
pour aller avec des enseignants qui sont en poste dehors, dans le jardin, aller dans le cours végétalisé, les amener aussi par rapport à des concepts de biologie ou plein de transition écologique, mais aussi en formation initiale, on fait venir des étudiants de master de maître, c'est ceux qui vont passer le concours pour être enseignants, pour voir concrètement comment on peut faire des apprentissages à l'extérieur. Très bien. Voilà, on entre dans la formation des enseignants et donc Véronique, eh bien c'est là que tu offres ici en contrepartie. Alors, effectivement, actuellement, je suis enseignante-chercheur à l'Institut supérieur du professorat et de l'éducation Centre Lac-de-Marne. Comment je suis entrée dans la classe dehors déjà en formation moi-même, parce que j'ai eu la chance de réaliser des stages dans des classes qui organisaient des classes nature de manière participative. Il s'agissait de classes autogérées. Donc, j'ai co-participé à la construction de ces classes autogérées et j'ai co-encadré ces classes autogérées. Par la suite, en tant que professeur d'école débutante, ce cursus s'est poursuivi. Ça a été un cursus de formation extrêmement structuré, qui s'appuyait aussi quand même sur une expérience dans le scoutisme où j'encadrais des camps en immersion. Bon, par la suite, ma deuxième carrière, ma carrière de professeur d'école en tant que professeur titulaire, s'est déroulée sur le premier poste dans une école rurale où le directeur m'a accueilli en m'annonçant de manière extrêmement réjouie que j'avais beaucoup de chance parce que les travaux de la cour avaient été enfin réalisés. Donc, la cour avait été construite, les arbres et les haies avaient été coupés, et du coup, dans cette école d'Eure-et-Loir, en Beauce, eh bien, je me retrouvais dans un espace complètement nu, brûlant de soleil dès le mois de septembre, alors qu'on ne parlait pas encore réellement de réchauffement climatique. Et les espaces que j'ai investis de manière un petit peu, on va dire, sauvage, dans un premier temps, furent la place du village et une mare, les bords de la mare. D'ailleurs, à cette occasion, je remercie tous les élèves qui, pendant ces 5 années de travail autour de la mare, ne sont jamais tombés dedans. Les consignes. Alors, toutes les approches disciplinaires, transversales, avec l'entrée particulière de sciences, mais aussi de la géographie, de l'histoire également, puisque les fermes fortifiées existaient dans ce village. Toutes les approches étaient permises grâce à cette entrée. Et actuellement, en formation des enseignants, je me focalise plutôt sur les approches quotidiennes. Bien entendu, il y a également des projets d'obtention dans le cadre de recherche-action participative et collaborative qui a permis de travailler avec une communauté de pratique et qui a conduit à la publication d'un numéro de la Luciole, que vous avez peut-être à l'entrée, sur la thématique dehors et nature. Donc, c'est vraiment de cette expérience que je suis porteuse. Autrement dit, je ne parlais pas en mon. Très bien, merci pour déjà ces éléments qui vont nous faire réfléchir. Et je vous propose qu'on entre déjà sur le thème un peu de débat, puisque l'objectif, là maintenant, prenez ce micro à
Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça? Ça va bien? Super. Donc j'imagine que les vôtres fonctionnent aussi. Très bien, alors on va pouvoir reposer un peu la voix. Ok, donc on va entrer maintenant dans cette phase un petit peu plus de discussion et puis aller pas forcément chercher toujours les points d'accord, mais peut-être aussi voir si on a des manières de voir un petit peu différentes. Donc quand on parle de la classe dehors, d'enseigner dehors, eh bien on a parfois, quand on n'est pas du milieu, un petit peu de peine à définir ce que c'est. Il y a vraiment un problème de langage. Et vous avez d'ailleurs aucun collègue qui se définisse comme spécialiste de la classe dedans. Et je ne crois pas qu'il y ait, à ma connaissance, de centre de compétences sur l'indoor education. Donc personne ne définit la classe dedans, parce que la classe dedans, c'est quelque part la vraie classe. Mais puisqu'on sait que la classe dehors, et que la classe dedans, il se passe beaucoup de choses très différentes, on fait, nous, un espèce d'ensemble, comme ça, où on dit, dehors, c'est quelque chose de cohérent. Or, ma question, sur laquelle j'aimerais peut-être vous entendre, c'est est-ce qu'on peut définir une pratique pédagogique simplement par un lieu totalement indéfini, comme le dehors, et puis qui se définit en plus en opposition au dedans, et dire ça suffit. La classe dehors, c'est comme ça, c'est un tout cohérent, stable, et donc on peut former à ce tout cohérent et stabilisé. Donc j'aimerais vous entendre peut-être tour à tour sur qu'est-ce que vous mettez dans cette étiquette, ou disons sous ce grand parapluie qui est un petit peu la classe dehors, parce que si on veut former, si on veut une pratique de qualité, je pense qu'il faut qu'on s'entende un petit peu sur cette définition. Donc on va peut-être commencer du côté du Fresne, du côté plutôt animation, puis après on ira sur le côté plutôt enseignement, si vous êtes d'accord. Alors, faut-il définir effectivement l'école dehors, l'enseignement dehors? Je ne suis pas sûre. Il y a une pluralité de pratiques et différentes façons d'incarner cette classe dehors. Si on pose une définition, souvent la définition elle est très enfermante. Dans la recherche-action Grandir avec la nature qui se situait en milieu scolaire que j'évoquais tout à l'heure, on a essayé d'éviter cet écueil et de plutôt poser quelques balises, mais pas de faire une définition enfermante, comme par exemple comme une pratique régulière d'enseignement en plein air, par tous les temps. Alors bien évidemment en assurant la sécurité physique et psychologique et affective des élèves. C'est sûr que le jour de grande tempête, peut-être qu'on évite. Nous, on y inclut aussi dans cette classe dehors un objectif, on y reviendra certainement un petit peu plus tard, autour du développement d'un lien sensible au monde autre qu'humain. Que bien évidemment, il n'y a pas de... On parle de pratique régulière, mais on ne donne pas de chiffres. Est-ce que c'est une demi-journée par semaine? Est-ce que c'est plus, moins, une journée par mois? Peu importe. Je pense que c'est vraiment au pédagogue, à l'enseignant qui porte de le définir. Et il me semble que il ne faut pas enfermer par une définition. Et puis qu'il est vraiment important aussi de penser ce lien dehors, dedans, et qu'il n'y a pas une école dehors qui est étanche par rapport à ce qui se fait entre les murs. Voilà. Très bien, mais donc alors on va voir si on fait le choix de ne pas donner une définition qui, comme tu dis, qui potentiellement pourrait enfermer. Quand on doit faire des descriptifs de cours dans des universités, dans des INSPE, qu'est-ce qu'on met dans les descriptifs si on ne donne pas de description? On peut mettre pratique pédagogique et enseignement du dehors,
par exemple. Parce qu'en fait, le problème, c'est que parfois, en tout cas certains, ou dans la pensée, on oppose trop le dehors et le dedans. Sauf qu'en fait, il y a une continuité entre les deux, on peut très bien l'imaginer comme ça. Je rejoins ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dogmatique. On ne fait pas forcément... Pour faire école dehors, à un moment donné, dans des manuels, on pouvait lire il faut y aller une fois par semaine. En fait, l'enseignant va adapter en fonction de ses pratiques, de qui il est, de comment il le sent, comment il va pouvoir travailler à l'extérieur et pouvoir avoir ses apports et ce lien avec la nature. Ça peut même être 2 jours ou toute la semaine s'ils le veulent. Là, franchement, il y a la liberté pédagogique. Et ça, c'est fondamental. Et que l'enseignant se sente bien dans ses pratiques aussi est fondamental. Et ça peut stresser aussi certains enseignants et ça peut rendre frileux le fait de devoir dire si vous ne faites pas classe dehors une fois par semaine, c'est que vous ne faites pas classe dehors. Voilà. Et ça, on a pu l'entendre. Donc ça, déjà, sur la posture, c'est hyper important. Et après aussi, de pouvoir former ces jeunes enseignants, les enseignants plus chevronnés aux pratiques du dehors, c'est aussi les sécuriser. C'est-à-dire donner le cadre sécuritaire, effectivement, d'encadrement et ce genre de choses, mais également leur laisser une liberté de recréer l'école. Et là, je pense que c'est hyper important parce que c'est très moteur, de réengager les équipes aussi dans ces enseignements, parce que finalement, l'école du dehors, on le faisait avant, il y a quelques centaines d'années. Donc là, on est en train de se réapproprier des pratiques pédagogiques, parce que les enfants ont changé, les enseignants ont changé, notre système éducatif a changé, mais néanmoins, on est toujours dans cette vraie dynamique qui fait que les enseignants, c'est quand même les premiers pédagogues. Et travailler justement aussi en lien avec les associations, parce que c'est hyper important, parce qu'ils sont aussi spécialistes de certains domaines. Par exemple, aller dehors pour étudier la végétation, les petites bêtes, certains enseignants ne se le sentent pas, parce que soit ils n'ont pas la connaissance, ou parce que certains peuvent avoir peur aussi, ou avoir peur de l'inconnu. Donc ça peut aussi aider de faire ce lien entre les deux. Alors peut-être, Véronique, sur cet aspect de définition. Alors je vais me situer très précisément dans le cadre de la formation des enseignants. Et là, on peut distinguer 2 aspects au moins. Peut-être 3, si on a le temps, on le verra. 2 aspects, celui de la formation initiale, qui se déroule dans le cadre des licences et dans le cadre d'un master bien identifié à l'échelle nationale, qui est le master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Donc, dans ce cadre-là, il faut rappeler la complexité des maquettes de formation, qui nous laissent une marge de liberté étroite, mais néanmoins présente. Alors, d'une part, il faut considérer les espaces des lieux de formation. L'espace de l'université, en particulier les INSPE, les instituts supérieurs du professorat et de l'éducation, et l'espace des lieux de stage. Ces 2 espaces, évidemment, se combinent, se complètent, se co-dynamisent. Dans l'espace de l'université, quelle place peut avoir la formation à la classe dehors? Si on respecte les maquettes, il n'y a que l'unité d'enseignement de la pédagogie par projet, ou des projets, qui offre une opportunité formidable pour co-construire avec des partenaires et au sein des équipes de formateurs et formatrices des projets orientés vers la classe dehors. Mais vous imaginez bien que le dynamisme des équipes fait que les besoins, les envies de projets sont multiples. Donc il y a une autre option, c'est organiser des épisodes de classe dehors au sein des cours. Au sein des cours, et là je parle d'épisodes parce que évidemment la régularité ne va pas forcément fonctionner. Par contre, ces épisodes sont peu coûteux dans le sens où les démarches administratives sont quasiment nulles. Et surtout, on apprend à considérer l'espace de formation autrement qu'au travers les 4 murs de la classe. Du coup, la classe dehors, dans ce quotidien de la formation, c'est ouvrir la porte de la classe
dès ou une fois que le cours a débuté. Et considérer que, oui, pendant une demi-heure, pendant une heure, la classe, le cours peut se dérouler dehors, mais que, évidemment, les liens entre le dehors et le dedans contribuent à cette pédagogie de projet où il s'agit de traiter à chaque fois un micro-projet dans le cadre de la sociologie de l'éducation ou de l'histoire de l'éducation ou de la philosophie de l'éducation. Ce sont surtout les matières dont j'ai la charge. Donc, il s'agit bien là de pratiques régulières, certes sur des temps courts, mais qui vont petit à petit permettre d'apprivoiser les peurs. On y reviendra peut-être. Alors, je pense qu'on peut rebondir là-dessus, sur ce petit à petit, qui va nous amener peut-être à passer sur aussi ce lien entre le dedans et le dehors que tu as évoqué, où lorsqu'ils sont très liés, le dedans et le dehors, on peut se demander finalement qu'est-ce qu'il faut qu'un enseignant, qu'une enseignante sache faire de spécifique pour gérer ces moments dehors et puis pour transférer ce qui est vécu en extérieur vers le dedans ou transférer ce qui a été vécu dedans vers le dehors. Donc peut-être on peut commencer avec Corinne au niveau de la formation. Quels sont ces points vraiment où on se dit, voilà, mes étudiants, voilà ce qu'ils doivent apprendre à faire en formation pour gérer ce flux, cette continuité finalement entre le dedans et le dehors, que ce soit dans un cadre plutôt de création de liens, de sensibilisation, ou dans un cadre disciplinaire peut-être. Alors, je vais commencer à sortir les termes un peu pédagogiques. Je On suis est là désolée. pour ça. Non, effectivement, quand on organise son travail sur une année scolaire et qu'on travaille en équipe déjà au sein d'une école, et en ça, je trouve que c'est assez puissant de se questionner en termes d'équipe sur l'école du dehors dans les écoles. On est plusieurs, donc on peut construire des programmations et des progressions qui permettent en même temps de voir effectivement les apprentissages qu'on va aller faire dehors et dans quel cas ça rentre des programmes. Parce que, in fine, il ne faut quand même pas l'oublier, il y a des apprentissages qui sont attendus en fin d'année pour les enfants et des compétences à acquérir. Donc l'idée, c'est vraiment de programmer le travail, de le réfléchir en amont. Ça peut être, si on veut se lancer en septembre, en juin, on se réunit en équipe et concrètement, on est en train de visualiser ce qu'on va pouvoir faire au cours du temps pendant toute une année scolaire, avec certains moments, parce qu'on sait qu'en fonction des saisons, on ne va pas forcément faire la même chose en fonction de si on habite dans le sud de la France ou dans le nord de la France, par exemple. Donc déjà, il y a ça, un travail d'équipe plus un travail de programmation des séances. Et ensuite, de voir effectivement ce qu'on veut travailler, ça va dépendre aussi du secteur où se trouve l'école. Si je suis en ville, par exemple, moi, Montpellier, secteur ultra-urbain, il y a tout un travail qui est fait avec les municipalités pour mettre déjà des jardins pédagogiques dans toutes les écoles. Ensuite, il y a aussi les parcs. Donc là, on va pouvoir aller faire école dehors dans les parcs à côté. Et à plus grande échelle, on végétalise là les cours d'école et on les pense pour pouvoir y faire des apprentissages. Et c'est là où on commence vraiment à travailler dans quelque chose qui a du sens, en plus sur temps scolaire, périscolaire, et ça peut être utilisé également avec les centres de loisirs pendant les vacances pour donner une entité et une pensée globale sur le temps de l'enfant. Ok, donc il y a vraiment cette idée d'arriver à designer quelque part un projet. Donc on a de la gestion de projet, de la gestion d'équipe, une forme de vision un petit peu, de sens qu'on aimerait porter. Ces éléments-là, on peut dire qu'ils sont utiles, ils ne sont pas spécifiques évidemment à la classe dehors. C'est des compétences utiles dans pas mal de champs de l'éducation. Donc peut-être, Marie-Laure, comment est-ce qu'on peut rajouter une couleur, une teinte pour que ces compétences de gestion de projet, de travail en équipe, deviennent vraiment spécifiques au travail en plein air? Alors, on a réalisé tout un travail au FREN avec le réseau de formateurs à l'école dehors. Et on a travaillé justement sur les référentiels. Finalement, qu'est-ce que ça demande de spécifique à un enseignant ? Alors, on s'est basé plutôt sur l'enseignant primaire pour l'instant, mais c'est vrai que c'est un travail qu'on pourrait faire aussi pour le secondaire et voire même pour le supérieur.
mais on a repris la fiche du répertoire national de certification professionnelle d'un enseignant de primaire en se disant finalement, pour pouvoir faire l'école dehors, de quelles compétences complémentaires il peut avoir besoin. Alors, bien évidemment, un enseignant va pouvoir sait gérer une sortie, un groupe en plein air, le temps d'une sortie. Après, des fois, au fil des saisons, ça demande des compétences un peu spécifiques. Il y a notamment tout ce qui est lié à la connaissance des risques qu'il y a à l'extérieur. Donc, voilà, pour en citer quelques-unes, sans vous donner la chair de poule, mais voilà, les chenilles processionnaires, l'ambroisie, l'éthique, comment on fait avec tout ça. Mais ça, sont des questions qu'on a eues, nous, pendant la recherche-action Grandir avec la nature. Mais comment je fais avec ça, en fait? Donc, c'est vraiment essentiel à prendre en compte. Éventuellement, pourquoi pas, faire un feu sur le lieu, si c'est autorisé, évidemment, en plein hiver, pour permettre aux élèves de se réchauffer. Mais comment je fais un feu pour qu'il n'y ait pas de risque, ni pour les élèves, ni pour l'environnement. Enfin, voilà, donc il y a un peu toutes ces questions-là. Et puis, il y a la question qu'abordait Corinne, c'est comment on transpose finalement le programme scolaire, comment je réponds à ce programme scolaire tout en faisant l'école dehors. Ce qu'on a pu observer dans la recherche-action Grandir avec la nature, c'est qu'il y avait vraiment un changement de posture qui s'opérait quand les enseignants faisaient école dehors. Changement de posture qui est pas toujours facile, parce que des fois, il faut un peu lâcher prise, observer les élèves, voir ce qui se passe. Et là, les enseignants et les éducateurs à l'environnement présents dans cette recherche ont pu montrer que ça permettait d'observer et de voir les élèves différemment. Certains élèves se révèlent dehors. Et donc ça, ce sont des compétences que les enseignants observent et qui vont pouvoir mettre à profit des apprentissages pour les élèves. Ensuite, ce qu'on a vraiment noté vraiment d'intéressant, c'est finalement ce que tu évoquais tout à l'heure, Corinne, c'est-à-dire constituer des binômes, faire alliance entre enseignants et éducateurs à l'environnement, parce que finalement, on a pu voir une hybridation des pratiques entre les deux champs professionnels, avec notamment, par exemple, des enseignants qui reprennent des outils, des activités du milieu de l'éducation à l'environnement et qui vont le détourner au profit d'apprentissage pour travailler, faire une séance sur les adjectifs, par exemple, à partir d'une approche sensible de l'arbre. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et je dirais que vraiment, cette hybridation des pratiques, elle a vraiment enrichi finalement les enseignants dans leur pratique professionnelle. Juste, je voulais ajouter 2 mots que j'ai oubliés tout à l'heure. Inclusion, c'est-à-dire qu'effectivement, l'école du dehors, c'est fait pour tous les élèves. Voilà. Et c'est hyper important de le penser comme ça parce qu'on a beaucoup d'enfants en inclusion qui peuvent avoir des troubles spécifiques, TSA, etc., troubles autistiques et des troubles envahissants du développement. Et c'est vrai qu'une fois qu'on les met dehors, parfois leur comportement est totalement différent. On arrive à les raccrocher aux apprentissages parce qu'ils sont moins contraints que dans un espace classe. Voilà, je voulais juste faire ce point est important. Très bien. Alors, on va peut-être aller sur la question qui fâche, si vous êtes d'accord. C'est un peu une fixation chez les Suisses de parler d'évaluation. Donc, je vous propose qu'on parle un petit peu d'évaluation comme ça pour ouvrir ces journées, parce que c'est évidemment un thème assez délicat. Donc, dans ce qui ressort ici un peu de la discussion, on voit que finalement un enseignant ou une enseignante qui souhaite se mettre à la classe dehors, il doit être capable de gérer des projets, de travailler en équipe, changer de posture, d'inclure un petit peu tout le monde, de travailler sur l'observation, le lâcher-prise, maîtriser la sécurité, créer des partenariats avec des acteurs du terrain et puis maîtriser un certain nombre de savoirs sur l'environnement. Alors, comment est-ce qu'on peut organiser, structurer et puis surtout valider petit à petit, je reviens à ce petit à petit du début, parce qu'évidemment, tout ça ne se fait pas en une journée de formation. Voilà. Comment est-ce qu'on peut certifier, on peut dire, voilà, un tel, une telle, vous avez fait telle formation, vous maîtrisez
Donc on peut évaluer ces compétences, ou alors, ma foi, vous ne maîtrisez pas encore ces éléments. Donc comment évaluer l'acquisition de toutes ces compétences? Alors on va commencer peut-être avec Véronique, peut-être sur cette question de l'évaluation, puis ensuite on verra comment on rebondit. Alors je vais essayer de me situer du point de vue des formateurs et formatrices en aspect. Premièrement, si on considère que la classe DER prend différentes formes, y compris les formes d'épisodes dans le quotidien de la formation, une première compétence du côté des formateurs et formatrices dont on souhaite évidemment qu'elle sera transférée par les enseignants et enseignantes du premier degré, eh bien, c'est l'évaluation des espaces, l'évaluation de ce que représente l'espace en tant que potentiel, en tant que risque, et comment investir ces espaces. Ces espaces de proximité, on pourrait les qualifier d'espaces modestes, puisque dans les INSPE, dans les universités, l'espace qui entoure les bâtiments, c'est un espace qui est complètement propice à l'école dehors, ou moins. L'évaluation de ces espaces suppose de construire des alliances professionnelles avec les collègues au sein de l'équipe, pas seulement les formateurs et les formatrices, mais aussi les BIATS. Parce que c'est en intégrant les BIATS, c'est-à-dire les collègues chargés de la scolarité, les collègues chargés des finances, c'est en les intégrant dans cette réflexion que petit à petit, l'espace dehors pourra être aménagé, par exemple en créant des carrés potagers, en installant quelques bancs, quelques assises, quelles qu'elles soient, et en offrant la possibilité de réaliser ces épisodes de classe dehors dans un maximum de confort. Alors j'insiste sur cette dimension de confort parce que le dehors est frais. Plusieurs auteurs l'ont montré. Cela concerne les enfants, mais cela concerne aussi les jeunes adultes en formation. En effet, le poids de la forme scolaire est tel que nous accueillons évidemment des étudiants et étudiantes qui ont passé toute leur scolarité entre quatre murs, dans des espaces qui sont conformes ou qui sont considérés conformes aux apprentissages, mais dont on remarque qu'ils sont souvent peu adaptés pour différentes raisons, et notamment pour réaliser l'inclusion et pour réaliser cette école inclusive que tous et toutes nous appelons de nos voeux. Donc du coup, en formation, nous avons des étudiants qui, il ne faut pas l'oublier non plus, ont connu, comme nous tous et toutes, l'épisode de la crise sanitaire. Et dans un contexte où nous avons souhaité développer les usages numériques pour la formation, pour la continuité pédagogique, nous sommes nombreuses sans doute, à être face à une marée d'écrans en formation. Et du coup, il s'agit de déconstruire et même de co-déconstruire ensemble cette forme scolaire qui a ajouté les usages numériques et qui nous prive parfois, si on n'y prend pas garde, de toutes les formes de coopération qui vont permettre de co-construire des parcours de formation socialisés dans des formes de travail inspirées évidemment du socio-constructivisme. Et là aussi, l'objectif, c'est que les enseignants et enseignantes
transfèrent dans leur classe. Et c'est justement par la répétition de ces épisodes de classe dehors, qui évidemment inclut le travail dans la nature, les espaces naturels, aussi urbanisés soient-ils, par la nature et avec la nature, que petit à petit, nous construisons des compétences. Merci. Je reviens, je suis désolé, je ne vais pas lâcher. Hein. Et comme on dit chez nous, mais concrètement. Hein? Donc, voilà, donc toutes ces compétences, parce qu'à ma liste, tu en as ajouté encore quelques-unes autour du numérique dont je n'avais pas osé parler. Donc, comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, voilà, je ne sais pas sur combien vous évaluez ici, si c'est sur 10 ou sur 20 vos étudiants. Stop. Donc, en fait, déjà, nous aussi en France, vous n'avez pas le monopole en Suisse, n'est-ce pas, de l'évaluation. On est assez fort pour ça, quand même, dans notre système éducatif. Normalement, on évalue par compétences, on donne plus de notes. Enfin, ça, c'est officiellement. Hein, et l'idée, c'est il y a des savoirs, mais si on ne sait pas se servir de ces savoirs, ça sert à quoi? Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir-faire. Mais savoir-faire pourquoi aussi? Donc, donner du sens. Vous voyez, il y a tout ça derrière. Postulat de départ, hein, les enseignants, c'est des experts pédagogiques dans leur classe. Ils ont mis un concours, ils sont dedans, donc dans leur classe. Mais finalement, qu'on soit dans sa classe, qu'on soit dans une salle de sport, qu'on soit dehors, pour moi, ça reste des experts pédagogiques de leur pratique. Donc, ils savent très bien ce que c'est qu'un enfant, les différents âges des enfants, ce qu'on peut faire, pas faire avec eux. Après, l'idée, c'est surtout une idée de lâcher prise. Donc, comment j'évalue ça? En gros, je regarde les projets. Les projets, est-ce qu'ils vont jusqu'au bout? Quel rendu? Parce que ça, on peut demander un rendu concrètement. Quel lien avec les familles? Aussi, alors franchement, le climat de l'école, le climat, l'ambiance de travail, pour moi déjà, c'est hyper révélateur de concrètement ce qui se passe entre les collègues, mais aussi avec les élèves. Des parents, quand on y va à la fin d'année pour des restitutions, qui sourient, qui sont contents, où on valorise le travail de leur enfant, déjà, c'est gagné. Et après, il y a des projets, par exemple, comme les aires terrestres éducatives, les labellisations E3D des établissements, qui, pour moi, sont des évaluations, entre guillemets, indirectes, qui me permettent de voir où les équipes sont impliquées, où le travail est mis en place, tout en travaillant vraiment le climat scolaire en général, les compétences psychosociales, pour encore sortir quelques mots qui sont actuellement beaucoup utilisés, mais beaucoup utilisés parce qu'on en a besoin. Mais c'est aussi entre les enseignants, les équipes. Il y a tout ce travail vraiment qui est hyper important. Donc on est sur une forme d'évaluation un peu structurée autour de certains pôles, un pôle on va dire pratique, un pôle savoir, un pôle un peu comme ça, vie communautaire j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, collectivité, voilà. Et puis au niveau du FREN, vous, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à voilà, vous donnez des formations, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à savoir si les gens de vos formations acquièrent ou pas ce que vous essayez de transmettre? Alors, c'est quand même, globalement, c'est une pratique qui est nouvelle et je pense que tout n'est pas stabilisé. Voire même qui n'est pas encore complètement officiel. Alors évidemment, il y a le socle que tu as présenté, Corinne, de fait pour les enseignants. Au FREN, on forme des enseignants, mais on forme aussi des éducateurs à l'environnement à accompagner l'enseignement dehors. L'évaluation, elle se fait sous forme de bilan en fin de formation avec l'ensemble des participants. Elle n'est pas si formalisée que ça encore pour l'instant, parce que justement c'est une pratique qui est nouvelle. Et c'est aussi pour ça qu'on a rédigé des référentiels métiers formation pour les enseignants, pour les éducateurs à l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur l'école dehors. Ce qui est difficile aussi, c'est qu'on a posé au début, en fait, pas de définition, une pratique plurielle de l'enseignement dehors. Donc comment on peut évaluer une pratique plurielle? Puisqu'on va prendre chacun là où il en est.
Il y a des enseignants qui n'osent pas aller faire classe dehors parce qu'ils se disent mais moi j'y connais rien à la nature en fait, et qui sont terrorisés même à l'idée d'aller dans la nature parce que ils ont déjà aussi un travail à faire sur eux-mêmes, et c'est leur dire ici que il n'y a pas besoin d'être spécialiste de la nature pour pouvoir y aller. Il y a quelques éléments à connaître que j'évoquais tout à l'heure, par exemple au niveau des risques sanitaires pour les enfants par exemple. Mais il n'y a pas besoin de connaître le nom de cette petite bête-là et le nom de cette plante-ci pour pouvoir aller faire école dehors. Donc on prend chacun là où il en est, surtout qu'on est dans une société où on a été tous un petit peu éloignés de la nature. Et ça fait quelques dizaines d'années qu'il y a ce phénomène-là. Donc on a perdu cette connaissance fine de la nature. Donc c'est compliqué d'évaluer dans ces cas-là, en disant en fait on a une définition un peu floue, on n'a pas, c'est même pas encore une pratique, on va dire, officialisée, donc ça n'est pas rentré dans les cursus de formation et donc d'évaluation des éducateurs à l'environnement, des enseignants. Donc il y a besoin de faire ce travail de stabilisation de référentiel métier-formation pour pouvoir justement bien définir les compétences et après voir comment on peut évaluer ces compétences. Mais est-ce que tout est bon à évaluer ? Est-ce qu'il faut qu'on évalue finalement le lien sensible qu'a un élève avec la nature ? Alors on a besoin de se donner des indicateurs en tant que pédagogue, donc là il y a des outils à construire, je pense. Alors il y a quelques échelles qui existent, mais qui sont plutôt des échelles pour la recherche. Mais comment certains pédagogues pourraient se saisir d'échelles qu'on pourrait construire ensemble. Et puis il y a la relation de l'enseignant lui-même avec l'environnement, ce lien sensible. Est-ce qu'on peut donner une note, alors même si on évalue par compétence, mais voilà, est-ce qu'on peut évaluer ça ? Ça me semble compliqué, puisqu'il faut prendre chacun là où il est pour pouvoir l'emmener un petit peu plus loin. En tout cas, ce qui est important pour nous au Friends, c'est vraiment de prendre en compte la dimension éco-formation de notre environnement, ce qui nous met en forme, la mise en forme de soi par les éléments qui nous entourent, donc, notamment la nature. Ça, c'est essentiel à prendre, mais est-ce que c'est évaluable ? Je ne crois pas. On verra. On comprend qu'on est dans un processus qui avance, où voilà, on essaye des choses, on réfléchit, on va développer. Ce que je comprends, ce que j'ai envie de relever de vos interventions, c'est vraiment cette dimension de co-construction, cette dimension collective, en fait, d'un processus qui avance avec différents acteurs qui vont peut-être étayer, renforcer les uns les autres ce chemin, cette progression qu'on essaye de mettre en place. Et à propos de ce travail collectif ou cette co-construction des formations, des objectifs, de ce qui fait sens, comment vous pourriez, disons, conseiller un enseignant, une enseignante qui a envie de se lancer dans la classe dehors pour essayer de construire des relations, pas forcément juste avec ses collègues ou avec ses élèves, mais vraiment avec le monde qui l'entoure, que ce soit la famille, que ce soit le monde associatif ou d'autres partenaires. Par où commencer, comment prendre en main, en fait, comment prendre en main finalement l'environnement pour avancer ensemble. Corinne, je te sens prête ? Oui, alors, une des pistes, c'est effectivement... alors, moi, je me base par exemple sur le fonctionnement de ce qu'on appelle en France le plan mathématique. On fait des visites croisées. Et donc, des enseignants chevronnés peuvent montrer leurs pratiques et comment ils font aux enseignants qui veulent se lancer pour déjà les rassurer sur comment on peut faire. Donc voilà, il peut y avoir des visites d'enseignants entre enseignants pour travailler. Après, il y a des moments aussi où on s'organise pour que des associations puissent rencontrer des enseignants aussi, pour pouvoir travailler ensemble. Au niveau des collectivités, on lance des formations enseignants-animateurs. Par exemple, si on veut mettre un jardin pédagogique en place, de fait, le jardin va falloir s'en occuper même pendant les vacances. Donc, on crée réellement un réseau autour d'une école, donc c'est des groupes scolaires, où en fait tout le monde travaille ensemble, ce qui crée en plus du lien et vraiment une dynamique de projet au sein des établissements.
Et enfin, des formations aussi croisées, par exemple, parce que l'école dehors, c'est bien. Je suis une adepte, il n'y a pas de souci, mais il faut que tout le monde le pense ainsi. C'est-à-dire que, par exemple, dans une école où on va en maternelle, aller dans la gadoue, les enfants reviennent dans la classe, salissent la classe, si ce n'est pas compris, s'il n'y a pas un projet de fait avec les familles, les parents, mais aussi les ATSEM, ces agents municipaux qui aident, qui sont vraiment le binôme de l'enseignant pour aider les enfants, en termes de propreté, si eux, ils sont agacés parce que la classe devient sale et ce genre de choses, c'est pas possible. Donc il y a vraiment une construction commune à penser sur l'ensemble. Et quels pourraient être comme ça les ingrédients qui font que ça tient et que ça tient dans le temps? Parce que parfois, les projets dans les écoles sont portés par des gens extrêmement motivés, qui ont un projet, ils y croient, ils se lancent, ils le portent. Et peut-être, quand ces personnes-là partent, ou pour différentes raisons, ces projets, des fois, retombent. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire durer ces projets, ces collaborations, à les maintenir? Parce que c'est vraiment ça qu'on a envie, que le jardin potager, il prenne racine. Peut-être, Véronique, sur cette durée, et puis après... Dans le contexte de la formation des enseignants, en particulier la formation initiale et la formation continue, ce qui émerge très souvent et ce que, en tant que formatrice, je repère, c'est la question du bien-être des étudiants, étudiantes et des enseignants, enseignantes. Du coup, là, je pense qu'il faut faire le lien avec la crise de la formation, mais aussi la crise du recrutement. Et s'appuyer, on ne peut pas faire autrement que de s'appuyer sur ce sentiment qui va parfois jusqu'au mal-être. On le retrouve souvent, par exemple, dans les conseils de centre, lorsque on entend les délégués des étudiants et étudiantes. Les exigences du métier, les exigences du terrain, les exigences du master sont telles que on constate des formes d'épuisement très rapidement. Du coup, on ne peut pas ne pas prendre en compte la question du climat scolaire qui a déjà été évoqué à l'université, du bien-être des élèves, bien entendu, puisque tu disais que voir une école où les enfants sont épanouis, les enseignants aussi, c'est évidemment un premier indicateur dans une approche informelle de l'évaluation. Et à l'université, c'est exactement la même chose. Donc, cet indicateur du bien-être, c'est évidemment ce qui va nous permettre de poser des jalons pour la continuité. Et bien sûr, ces indicateurs autour du bien-être, on les met en lien avec toutes les études qui concernent la santé, au sens global de l'approche de la santé, pour montrer que, malheureusement, nous avons beaucoup de clignotants rouges, beaucoup de voyants rouges qui sont allumés depuis fort longtemps, que du point de vue de l'inclusion et de la prévention des inégalités, eh bien, il est essentiel que les contacts avec la nature soient multipliés et qu'ils s'inscrivent dans une forme de durabilité qui font sens pour les enseignants, évidemment, mais aussi, évidemment, pour les élèves et les familles, de sorte à ce que ça ne soit plus une option, mais un besoin et une évidence. Je te laisse rebondir. Oui. Alors, tu commençais par la question qu'est-ce qu'on peut conseiller à un enseignant pour construire avec le monde qui l'entoure. Le premier conseil qu'on peut donner, c'est commencer petit. Voilà, de ne pas tout de suite vouloir faire une école dehors où on y est une demi-journée par semaine si on ne se sent pas à l'aise avec ça. Et puis, on constate qu'au fil du temps, vont se développer des liens avec le territoire.
Ce qui est aussi porteur, c'est de tisser des alliances. Voilà, donc alliance avec la commune, par exemple. Trouver un terrain, par exemple. Alors, on peut faire aussi école dehors en itinérance. Hein. Je connais des enseignants qui font ça et c'est très riche également. Mais voilà, mouiller la commune aussi dans la recherche d'un terrain. Des fois dans de tout petits aménagements, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop aménagé, il faut garder le caractère un petit peu sauvage des lieux. On peut prendre appui aussi sur les parents, la famille. Il y a Marion, une enseignante en Lozère, qui nous disait que la première année, quand elle a présenté le projet classe dehors, il y avait des parents qui étaient réticents. Et puis à la rentrée scolaire, de nouveaux parents arrivaient à l'école et qui posaient plein de questions sur ce projet d'école dehors et qu'est-ce que c'était, et est-ce que c'était bien sérieux. Et finalement, les parents réticents de l'année précédente sont venus soutenir Marion en disant non, mais c'est très très bien, c'est intéressant, les enfants sont épanouis, ils travaillent, enfin voilà, donc c'était très rassurant. Donc il y a cet appui aussi qu'on peut trouver chez les parents. Et puis pourquoi pas intégrer aussi le projet d'école dehors, enfin le projet dans le projet d'école en lui-même, sachant que avec cette petite vigilance de pas imposer, comme on disait tout à l'heure. Et nous, ce qu'on a constaté aussi pour pérenniser un peu cette école dehors, il y a aussi, donc, dans l'alliance avec le territoire, les associations d'éducation à la nature et à l'environnement qui sont présentes, qui sont formées, elles aussi, et qui peuvent accompagner. Et ce qu'on a révélé aussi dans la recherche-action Grandir avec la nature, c'est cette importance d'avoir une communauté de pratiques et d'échanges de pratiques. Et on voit, hein, au fil du temps, on voit que cette communauté, elle dure même dans le temps. Des fois, des classes qui ont été accompagnées l'espace d'une année complète scolaire par des accompagnateurs, des éducateurs à l'environnement, finalement arrêtent au bout de l'année. Des fois, c'est parce que l'ATSEM a changé quand on est avec des maternelles et qu'on ne se sent plus en confiance avec la nouvelle ATSEM, pas assez en tout cas pour pouvoir sortir. Donc voilà, et donc d'avoir cet accompagnement sur plusieurs années, et on voit des enseignants qui font classe dehors depuis 2 ans, mais qui continuent à venir aux formations et aux échanges de pratiques qu'on peut proposer par la suite. Donc je pense que ça, c'est une des pistes. Voilà, pardon. On en revient toujours finalement à cette idée de commun, hein, de construire d'un chemin sur lequel on est avec beaucoup d'acteurs et puis on construit ensemble. Et donc, je crois que c'est un peu l'idée de l'organisation, des communs. J'aimerais qu'on termine peut-être, parce que le temps file, et puis il y a pas mal d'autres gens qui doivent parler aujourd'hui, et puis d'autres ateliers et tout, peut-être avec un petit tour de table comme ça sur... Vous imaginez dans la 8e édition des rencontres internationales de la classe dehors, et peut-être en 2 mots sur comment vous imaginez, de quoi est-ce qu'on va parler dans 10 ans, dans 20 ans ici, une petite vision d'avenir, et on terminera là-dessus. Corinne? Merci beaucoup. J'ose espérer qu'à la limite, on ne se retrouvera pas forcément sur ce type de table ronde pour expliquer la légitimité et le fait que c'est intéressant en fait, de faire classe dehors. Je pense que les bienfaits, le bien-être, etc., tout ce qu'on met en place là-dedans sera plus approuvé, mais que là, on sera plus dans une perspective de qu'est-ce qu'on construit ensemble, comment on peut l'imaginer, mais de manière très globale par rapport à nos contraintes de changement climatique, de biodiversité, qu'on remette ça vraiment au centre d'une problématique plus importante en termes de changement des écosystèmes, etc. Véronique, brièvement. Alors, disons que dans 10 ans, on aura développé les liens entre les praticiens chercheurs et chercheuses, donc les collègues qui exercent dans les classes et les praticiens chercheurs, chercheuses à l'université. Les travaux auront plus de rayonnement
en particulier les travaux réalisés par nos étudiants et étudiantes qui réalisent des mémoires sur la classe dehors. Et puis, nous aurons plus de liens à l'international pour s'inspirer des approches de la classe dehors dans des pays où la classe dehors est une réalité du quotidien, puisque les quatre murs n'existent pas toujours, et que justement cet aspect fait que la cécité biologique, la cécité végétale est beaucoup moins forte et présente que dans nos pays. Du coup, ce sera une période où on pourra dire on se donne rendez-vous sous le cerisier et tout le monde aura remarqué qu'il y a un cerisier dans l'enceinte de l'établissement. Alors on se réjouit. Peut-être le mot de la fin. Alors ce que je pourrais rêver pour la 8e édition des rencontres internationales classe dehors, c'est peut-être que chacun ait pris conscience de son éco-formation et développer sa relation sensible à la nature, et puis qu'on ait des villes beaucoup plus végétalisées, à taille humaine, avec finalement des quartiers qui deviennent des villages et une présence de la nature au sein de ces quartiers. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette discussion. Je crois qu'on doit s'arrêter là. Et donc, merci à vous pour cet échange. Merci Ismaël. Et on va rester par là pour quelques questions, mais hors micro. Et bonne suite, bon parcours.